Bonjour à tous. Je suis Anne-Sophie Raoult. Je suis l'une des deux fondatrices d'Ipli, un service de colis réutilisable. Euh, Aujourd'hui, le thème qu'on va vous présenter, sur lequel on va échanger avec Guillaume, c'est construire et développer son offre de seconde main, et on va voir comment tout ça s'inscrit justement dans un écosystème global. En termes de fonctionnement, donc on va co-animer avec Guillaume. N'hésitez pas au fur et à mesure de notre présentation et de notre échange à poser vos questions dans le chat. On y répondra à la fin et on n'hésitera pas aussi, si on a besoin de plus de contexte, de vous demander de prendre la parole. Mais voilà, posez-les au fur et à mesure. Moi, je suis avec Mathilde, qui est juste en face de moi, qui va m'aider dans cette partie animation et gestion justement du chat et des questions. Et vous voyez en haut à gauche, nous enregistrons ce webinaire pour ensuite permettre à toutes les personnes qui sont inscrites, et donc qui sont là, de recevoir le replay. Et pour, si vous avez des collègues qui n'ont pas pu se joindre, qui ne se sont pas inscrits parce qu'ils n'étaient pas disponibles ce midi, on enverra également un lien pour pouvoir s'enregistrer, enfin, avoir accès au replay. Guillaume, je te laisse te présenter. Ouais. Yes, merci beaucoup. Ravi de vous retrouver pendant cette pause déjeuner pour discuter circularité seconde main. Donc, je me présente très rapidement. Je m'appelle Guillaume, je suis le fondateur de Recom, qui est une solution, le premier logisticien qui est 100% dédié et centré autour des opérations de revalorisation pour l'industrie et pour l'économie circulaire. On en reparlera un petit peu plus tard dans le webinaire. Mais voilà. Et donc, du coup, on avait à cœur avec Anne-Sophie de vous présenter un petit peu ce qu'on pouvait faire, ensemble et discuter un petit peu de ces notions d'économie circulaire. Voilà, pour la petite histoire, avec Anne-Sophie, on se connaît depuis un certain temps déjà. On a eu l'occasion de se rencontrer à divers salons, notamment de salons e-commerce, etc., où assez rapidement, on s'est rendu compte qu'il y avait des sujets importants et en tout cas assez complémentaires sur ces notions d'économie circulaire. Et donc, du coup, voilà, on s'est tout de suite très bien entendu. On passe beaucoup de temps à rire quand on est ensemble, c'est un peu le problème, On va être mais sérieux aujourd'hui, on va être sérieux. on va être sérieux, on va être sérieux. Mais voilà, en tout cas, on voulait creuser un petit peu ce sujet-là. Peut-être pour commencer, donner un petit peu déjà d'explication sur ce qu'est l'économie circulaire. Il y a peut-être des gens qui entendent parler d'économie circulaire, de circularité, de recommerce, de machin. Il y a beaucoup de notions. Peut-être essayer de commencer par ça, par refixer un petit peu ces notions-là. Je ne sais pas si tu veux, comme tu veux. Non, je t'en prie, effectivement, c'est Tu es en mute. Oui, je me suis démutée là, normalement. C'est bon. Effectivement, de définir les termes. Et juste pour compléter sur notre rencontre, aussi, on s'est aperçu que nous, on est un service d'emballage dans cette chaîne de logistique et dans ce e-commerce. Et effectivement, je pense que c'est important aussi de le définir parce que c'est un terme qu'on voit partout en ce moment, où des fois, c'est compliqué d'avoir une définition, en tout cas, quelle est ta définition pour comprendre ensuite le contexte. Et on s'aperçoit qu'on est un écosystème qui a besoin de fonctionner ensemble pour avoir vraiment la meilleure proposition de valeur pour vous, pour les marques, et aussi après pour les particuliers qui vont recevoir les articles qu'on traite tous les jours. Yes, tout à fait. Donc très rapidement, l'économie circulaire, c'est vraiment, en fait, consiste à produire des biens, des services de manière durable en limitant la consommation de matières premières, en limitant le gaspillage et en essayant d'optimiser un petit peu la fin de vie des produits, notamment en limitant les déchets via, par exemple, le recyclage, le réemploi, et c'est évidemment là-dedans que la seconde main vient s'inscrire. Par exemple, l'idée étant circulaire, comme son nom l'indique, de pouvoir trouver une boucle un petit peu sur l'ensemble des matières et des produits qu'on peut fabriquer dans le monde. Très rapidement, peut-être pour fixer une deuxième notion qui est importante aussi, qui est le re-commerce, qui est une notion encore un petit peu récente, mais assez intéressante.
en fait, c'est le parallèle un petit peu de l'e-commerce que vous connaissez tous, les achats en ligne, etc. Et le re-commerce, c'est cette notion d'achat, donc à la base en ligne, mais avec vraiment cette notion de circularité. Donc, savoir comment est-ce qu'on peut faire du business en ligne avec cette notion-là. Maintenant, on parle aussi de re-commerce physique, donc voilà, évidemment en point de vente retail. Et donc, à l'intérieur du re-commerce, il y a vraiment ces deux notions assez principales qui sont la location d'une part et la seconde main d'autre part, qui sont les deux initiatives aujourd'hui qui permettent d'entrer dans cette notion de circularité. Donc voilà, donc il y a vraiment, et le re-commerce fait partie, est l'un des moyens, l'un des leviers de l'économie circulaire pour lui permettre d'exister. Donc voilà, un petit peu la cascade, un petit peu en entonnoir, économie circulaire, e-commerce et à l'intérieur, seconde main, location. Voilà, juste pour fixer un petit peu ça. Et tu avais quelques chiffres aussi pour fixer cette taille de marché aussi. Oui, tout à fait. En Europe, le marché de la seconde main aujourd'hui, c'est 86 milliards d'euros. C'est en croissance de 30% par an à peu près. 85% des Européens aujourd'hui ont déjà touché du doigt assez près ces notions d'économie circulaire, de seconde main, de location, etc. Donc, on voit que non seulement c'est un marché qui existe, qui est présent, c'est un marché qui est en très forte croissance, et c'est aussi un marché qui intéresse beaucoup les consommateurs et les utilisateurs finaux. Donc voilà, c'est vraiment un sujet qui est vraiment en train d'arriver sur les nouvelles tendances. Et il y a aussi beaucoup de chiffres qui tournent en disant que dans quelques dizaines d'années, le marché de la seconde main, notamment, sera plus important que le marché du neuf. Donc, il y a un vrai besoin, et notamment, je ne sais pas si dans les personnes qui sont là, il y a des marques, mais en tout cas, il y a un vrai besoin des marques, notamment, de commencer à s'approprier ce sujet, au-delà des aspects un petit peu économiques et un petit peu environnementaux, il y a aussi une vraie notion de pouvoir répondre à un besoin consommateur. Et ce sont des besoins qui sont exprimés, qui sont vraiment multisectoriels. C'est-à-dire qu'on va parler de la seconde main et de la location sur du prêt-à-porter, sur du jeu jouet, sur du meuble, sur de la chaussure, sur plein de verticales différentes. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, on se rend compte qu'il y a la même demande et le même besoin, mais par contre, la manière de le faire est complètement différente. Et du coup, les acteurs derrière sont aussi différents. Et c'est ça qu'on va essayer de vous présenter un petit peu avec Anne-Sophie aujourd'hui. Voilà. Et donc aujourd'hui, nous, on a décidé de pas adresser tout le e-commerce, puisque effectivement, on enlève la partie location, on axe vraiment sur la partie seconde main. Et lors de nos échanges, en fait, avec Guillaume, on a soulevé un point, et aussi les échanges qu'on peut avoir avec les différentes marques, c'est qu'il y a de vrais défis autour de la gestion logistique et opérationnelle, qui est très différente de la première main des sites e-commerce classiques. Est-ce que Guillaume, tu peux nous en dire plus sur ce sujet? Ouais. En réalité, lorsqu'on réfléchit un petit peu sur les sujets de e-commerce, donc de seconde main par exemple, en fait, on se rend compte qu'il y a une vraie difficulté opérationnelle. Le business aujourd'hui de la seconde main, c'est un business qui est extrêmement compliqué d'un point de vue cohérence économique et notamment d'un point de vue rentabilité. C'est vraiment le vrai point bloquant aujourd'hui de la seconde main, c'est cette notion de rentabilité. Et la notion de rentabilité, on arrive à la craquer à partir du moment où on a un focus opérationnel et on a la gestion opérationnelle qui est efficace derrière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut pouvoir avoir des acteurs qui ont repensé la manière de faire de la logistique de la seconde main, parce que ce ne sont pas du tout les mêmes opérations que de la logistique traditionnelle. Logistique traditionnelle, vous recevez un produit neuf, bien emballé, bien étiqueté, avec un beau code barre, vous mettez ça dans un entrepôt, vous prenez le produit, vous le mettez dans un carton et vous l'expédiez. La logique, notamment de la seconde main, c'est qu'on a des opérations supplémentaires à faire où il faut qu'on vienne recréer le produit, le réidentifier, le revaloriser, c'est-à-dire pour du prêt-à-porter, par exemple, le laver, le repasser, le shooter, le désinfecter, le réparer, pour pouvoir après le remettre en vente. Donc, toutes ces activités-là aujourd'hui sont à la fois complexes, à la fois coûteuses, et il y a une vraie nécessité d'avoir des personnes et des équipes, des opérations, des équipements, des flux qui soient pensés pour pouvoir faire ces opérations-là. Donc, c'est ce que Recom propose aujourd'hui. Et dans un écosystème beaucoup plus vertueux, on s'est rendu compte qu'en réalité, on ne pouvait pas agir seul
et qu'il y a besoin que cet écosystème-là fonctionne entre eux, et notamment avoir une solution de seconde main avec Ricom ou avec un autre prestataire là-dessus, c'est très bien. Mais en fait, si derrière, on n'est pas capable de pouvoir adresser d'autres problématiques environnementales, en fait, on a une équation économique, enfin une équation, c'est même pas une équation économique, c'est une équation juste de bon sens qui ne fonctionne pas. Et c'est la raison pour laquelle, avec Anne-Sophie, assez rapidement, on s'est rendu compte qu'il y avait des choses à faire ensemble. Et alors, Anne-Sophie, je ne sais pas si tu veux, toi, rentrer un peu plus dans le détail de ce que vous proposez, mais en tout cas, il y a vraiment cette cohérence indispensable entre les différents acteurs sur la partie logistique, sur la partie emballage, sur la partie transport, etc., etc. Et il est important que tout cet écosystème-là arrive à se parler et à faire des choses un petit peu ensemble. Effectivement, parce qu'on parlait de la seconde main comme faisant partie de l'économie circulaire pour pouvoir revaloriser en fait des articles déjà portés, déjà utilisés une première fois. On constate la même chose sur les emballages. Effectivement, nous, Ipli, on est un service de colis réutilisables. On est né de l'impact des déchets générés par le e-commerce notamment. Quand on a commencé, on était sur des chiffres de 2018 avec 550 millions de colis envoyés en France dans l'année. On a dépassé le milliard 3 l'année dernière, donc ça a fait x2 juste en 4 ans d'exercice. Et donc, vraiment, on se dit, OK, on travaille avec d'ailleurs certaines personnes qui sont avec nous aujourd'hui, avec un peu plus de 350 marques, majoritairement sur les sites de première main, si on peut les appeler comme ça, en tout cas la partie plus traditionnelle. Et c'est important pour nous de un peu boucler la boucle et d'aller adresser la totalité des déchets qui sont générés aussi sur cette partie seconde main. Donc, un emballage, quelques chiffres, encore une fois, d'impact. Un colis Ipli, c'est moins d'impact qu'un carton dès la deuxième utilisation. C'est jusqu'à moins 83% d'impact carbone. Et une expérience aussi pour l'utilisateur. Il ne faut pas l'oublier. C'est pour ça qu'on ne se définit pas comme un emballage, mais vraiment comme un service. Une expérience qui permet à la marque d'emmener ses engagements jusque chez le consommateur. Et le lien qu'on a vu assez vite, en fait, avec Guillaume, avec aussi Citeo, acteur du recyclage en France, il y a une statistique qui est très parlante, c'est qu'un tiers des acheteurs en ligne sont également vendeurs. Donc, vendeurs sur des réseaux de seconde main, en C2C, mais aussi vendeurs, bien sûr, sur vos propres sites de seconde main, enfin, les propres sites des marques en seconde main. Et pour ça, en fait, notre emballage, il est juste parfait. Alors, j'en ai pris un pour ceux qui ne l'ont jamais vu. Donc là, on est sur un format moyen et qui permet, en fait, à l'aide de la fermeture éclair, à l'aide, en fait, d'un système il est fait pour ça. Il est fait pour être ouvert et refermé. Donc, ça permet à la fois aux marques d'assurer les retours marchandises, si la marchandise ne convient pas, mais aussi de dire à sa marque, et ça, c'est quelque chose de nouveau qu'on ne mettait pas en avant jusque-là, et on s'est dit, mais c'est tellement dommage, notamment avec des acteurs comme Ricom qui arrivent sur le marché, de dire, vous avez, au particulier, vous avez reçu votre commande dans un colis réutilisable en achetant sur notre site parce que vous l'avez choisi. Si vous voulez revendre un article de notre marque, voilà, on vous fournit une étiquette de transport. Vous avez déjà un emballage préaffranchi. On lance au mois de novembre, justement aussi, un service qui va faciliter cette partie-là, notamment grâce à une application d'affranchissement. Donc, c'est vraiment de dire, en tout cas, vous avez l'emballage, refermez-le, envoyez-le à notre site de seconde main et nous, on vous rachète, en fait, ces articles. Et c'est le moyen, après, Ricom, où en fait tous les acteurs peuvent bien sûr les nettoyer, mais notamment quand on parle d'acteurs de la logistique seconde main, ils ont une valeur ajoutée, c'est qu'ils savent nettoyer. Donc, c'est qu'ils savent enlever l'étiquette et ils peuvent le réutiliser pour leur propre site et revendre et ainsi de suite. Et en fait, on crée une vraie circularité, et tout en conservant une expérience en fait entre les différents moyens de vendre et d'acheter ces articles. Oui, tout à fait. Donc, circularité des produits, circularité des emballages. Voilà, les domaines sont assez larges par rapport à ça et c'est ce qui rend la solution
la solution intéressante. Et encore une fois, cette complémentarité qui est assez intéressante. Peut-être pour essayer de maintenant vraiment essayer de rentrer vraiment dans le sujet et en fait concrètement, j'imagine que parmi les personnes sur le Zoom, il y a peut-être des marques qui se disent en fait, est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas, on ne sait pas trop. La seconde main, c'est effectivement tendance et en même temps, on n'a pas envie de dégrader une image de marque ou etc. En fait, concrètement, comment est-ce qu'on va faire pour se lancer là-dedans, pardon. Moi, j'ai envie de donner quelques petits tips par rapport à ça et évidemment avec Anne-Sophie, on est largement ouvert à continuer et creuser ces sujets. Mais la première question qu'il faut se poser, c'est en fait quel type d'offre est-ce que vous avez besoin. Ça ne sera pas du tout les mêmes solutions si vous êtes une entreprise 100% digitale que vous voulez faire que du C2C. Donc, proposer une offre pour que Madame Michu puisse vendre directement à Monsieur Dupont son produit. Ou alors, si vous êtes à la fois, vous êtes omnicanal, à la fois digital, à la fois physique, vous voulez récupérer des produits de vos consommateurs, faire des corners dans des magasins, mais en même temps vendre aussi sur un site. Est-ce que vous vendez sur le même site? Est-ce que vous vendez sur un autre site? Est-ce que vous vendez sur des marketplaces, etc. Donc, il y a un premier sujet là-dessus où il y a vraiment besoin de poser des fondamentaux et de dire, en fait, qu'est-ce qu'on a envie de faire? Qu'est-ce qu'on a envie d'explorer? Et ça, c'est vraiment une notion très importante de la partie test. Globalement, cette seconde main, cette location, cette notion de circularité, ça reste quand même assez nouveau pour tout le monde. Donc, il faut vraiment avoir conscience qu'il y a la nécessité de tester des choses, il y a la nécessité de se lancer dans des verticales, de se dire est-ce que ça ne fonctionne pas, de pouvoir pivoter, faire autre chose, intégrer d'autres acteurs, se dire tiens, ça fonctionne, on va aller plus loin, on va maintenant pousser sur la partie emballage, on veut faire beaucoup plus, etc. Donc voilà, moi, le premier tips un petit peu que je peux donner, c'est vraiment quelle stratégie est-ce qu'on a envie de faire? Et j'anticipe une question potentielle des marques. Oui, mais j'ai peur que la seconde main, ça cannibalise mon neuf. La réponse est non, ça c'est pas vrai, parce que vous n'allez pas toucher la même type de clientèle, qui vont pas forcément avoir les mêmes considérations. Et ça aujourd'hui, moi avec Anne-Sophie, les marques avec lesquelles on travaille aujourd'hui, on voit très nettement que c'est pas du tout cannibalisant d'un point de vue de leur business. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on essaie de combattre et voilà, qu'on essaie de combattre pour vraiment vous montrer que c'est pas vrai et on a des exemples très, très flagrants là-dessus. Voilà, moi j'ai un premier petit tips là-dessus. Je sais pas, Anne-Sophie, est-ce que tu en as un autre comme ça qui te vient, ou un petit conseil, ou voilà, quelque chose qui te vient en tête? Alors, après, effectivement, on avait promis de répondre à la question et de manière plus pratique de comment faire pour construire et développer son offre de seconde main. Et je pense que tu es la meilleure personne sur vraiment cette partie-là. Moi, c'est un point sur l'aspect financier, de se dire des fois, ça peut coûter plus cher. Et c'est vrai que nous, avec le colis réutilisable, en prime abord, c'est souvent le constat, notamment quand on parle de marques avec beaucoup de volume. Il y a deux réponses à ça. Il y a effectivement de construire une nouvelle expérience et une nouvelle offre pour parler à un nouveau public. Et ça, je pense que ça a une vraie valeur. Par contre, effectivement, de le regarder d'un prisme purement logistique, c'est très compliqué. Et là, si on compare des pommes avec des pommes, un polybag versus un repli, pour un cas que je connais, effectivement, on peut être en x10 si on a des centaines de milliers de pièces. Ouais. Par contre, quand on analyse toute la circularité de la chose, un e-pli qu'on va, alors selon les volumes, les tailles, mais à peu près acheter 1,50 €, en fait, acheter l'usage 1,50 €, s'il me sert sur ma première main à racheter à un client de ma marque en seconde main, déjà, ça me permet de faire de l'acquisition. Aujourd'hui, l'acquisition, il me semble avoir compris que ça devenait très, très cher sur Internet. Donc, non, mais en fait, c'est pas négligeable, notamment avec les nouvelles stratégies Facebook, Google. Donc, il y a un vrai potentiel dans cette stratégie d'acquisition d'aller capter effectivement des flux aujourd'hui qui passent peut-être sur des plateformes C2C où vous ne monétisez pas, en tout cas, ces reventes. Et puis, c'est surtout que c'est une réutilisation. Nous, notre structure de coût, c'est principalement
Pardon. C'est surtout le retour postal unique, en fait, qui nous coûte cher. Donc, en fait, on a des accords, on peut travailler des offres de prix pour permettre à ce que ce soit nettoyé directement par un acteur comme Ricom et remis sur le circuit. Et dans ce cas-là, presque à zéro coût. Et donc, en fait, ce 1,50 € que vous avez payé au début, il va vous permettre de faire de l'acquisition et puis être réutilisé peut-être 2-3 fois au sein de votre boucle. Et quand, en fait, vous ramenez ça au prix des emballages à usage unique qui ont été mis à chaque fois, de l'expérience et de la valeur, ben, en fait, la partie rentabilité financière est totalement différente. Et je pense que c'est ça aussi qui est important d'ouvrir un peu son prisme et ce côté écosystème, mais aussi à l'intérieur des entreprises, des marques. C'est vraiment c'est un projet, c'est vraiment une gestion de projet multi-départements au sein des entreprises. Oui, tout à fait. Cette notion de rentabilité, elle est importante et tu fais bien de le préciser parce que souvent, lorsqu'on discute avec des marques, en fait, on se rend compte qu'effectivement, il y a un vrai sujet sur la notion, je l'ai évoqué tout à l'heure, il y a un vrai sujet sur la notion de rentabilité. Il faut vraiment regarder la solution, et je trouve que tu l'as très bien dit, il faut vraiment regarder la solution dans sa globalité, le flux aller, la revalorisation, le flux retour, le flux de vente, etc. Et en fait, tout ça mis bout à bout, on se rend compte qu'il y a quand même une vraie cohérence économique. Je mets quand même un petit bémol parce que effectivement, il y a quand même une notion de typologie de produit à prendre en considération dans une équation économique de seconde main. Je vais prendre un exemple typiquement des marques vraiment de la fast fashion qui sont vendues pas forcément très cher. Je prends un exemple, un t-shirt blanc basique vendu 5 €. Ça va être extrêmement compliqué, je préfère le dire, de trouver une offre de seconde main. Déjà concrètement, le produit n'a pas été designé pour ça. Il n'a pas été designé pour passer de main en main et pouvoir faire plusieurs propriétaires. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, à 5 € un produit neuf, en fait, rien que l'acheminer dans un entrepôt, mettre un colis réutilisable, le laver, le repasser, etc., ça va être très, très compliqué, voire impossible. Donc, il y a quand même une deuxième question à se poser au-delà de quelle stratégie est-ce que je veux poser, que ce soit une stratégie de collecte et de vente et une stratégie de cohérence au niveau de la circularité. Il y a aussi une question à se poser sur est-ce que mon produit, je peux vraiment arriver à faire quelque chose de cohérent d'un point de vue économique, parce qu'il ne faut pas se leurrer, les marques, elles le font aussi parce qu'à un moment donné, elles vont gagner de l'argent. Et je pense que demain, si on veut démocratiser complètement la seconde main, il faut pouvoir poser des modèles économiques qui fonctionnent. Bon. On est d'accord, on n'est pas d'accord, n'empêche que c'est le constat et que c'est comme ça qu'on avance. Donc, il y a aussi une question qui consiste à dire est-ce que j'ai le bon produit, est-ce que j'ai la bonne gamme de produits pour pouvoir faire de la seconde main. Il y a des marques qui ont un panel de produits. Sur certains produits, ça va pas être possible, sur d'autres, oui. Il y a des marques un peu plus premium qui vont pouvoir le faire et ça va moins être un sujet. Donc voilà, il y a aussi cette question-là. Lorsqu'on construit son offre de seconde main, il y a une vraie construction autour du prix à faire. Et ça, c'est pareil, c'est des choses sur lesquelles on peut évidemment vous aider, mais en tout cas, commencer à poser ces notions-là avec cette notion, comme l'a dit Anne-Sophie, de vraiment, j'aime pas trop ce terme, mais end-to-end, vraiment regarder l'intégralité de la chaîne entre tous les différents flux aller, flux retour, parce que c'est ça qui va générer de la valeur, effectivement, et c'est à force de mettre sa pièce en circulation, et en fait, paradoxalement, c'est comme ça qu'on gagne de l'argent, en fait. En tout cas, que les marques gagnent de l'argent. Donc voilà, peut-être un dernier mot là-dessus. Une fois qu'on a fait un petit peu ces différentes réflexions, après, il est quand même important, évidemment, de se poser la question concrètement avec quel partenaire est-ce que je vais avoir besoin autour de moi. Il va y avoir besoin de partenaires digitaux. On en connaît aujourd'hui. Il y a des entreprises, des startups qui se sont lancées sur la partie digitale, qui sont là pour construire les outils, pour dire vraiment, voilà comment est-ce qu'on va construire votre UX, votre UI, votre parcours client, savoir collecter l'offre, etc. Il y a des partenaires logistiques qui seront là pour vraiment exécuter cette partie-là de revalorisation. Il y a des partenaires d'emballage qui sont là pour vous aider à boucler la boucle de la circularité, d'avoir une offre, encore une fois, totale, cohérente. Avec quel transporteur est-ce qu'on passe? On sait qu'aujourd'hui, il y a un transporteur principalement qui a raflé une grosse partie du marché de la seconde main parce que, dans l'esprit des gens, dans l'esprit du collectif maintenant, seconde main égale
une option plutôt relais. Est-ce qu'on a envie de faire ça? Est-ce que du dernier kilomètre décarboné, ça peut pas être une option aussi? Donc, il y a vraiment tout un écosystème, c'est ce qu'on disait un petit peu en préambule. Il faut poser un écosystème d'économie circulaire qui n'a rien à voir, ou en tout cas pas grand-chose à voir avec un écosystème, entre guillemets, du neuf. Et c'est vraiment ça qu'il faut arriver à poser. Et je sais que pour les marques, c'est compliqué d'arriver à se dire, en fait, on va faire un truc qui n'a rien à voir avec ce qu'on fait sur le neuf. Il va falloir repenser notre système. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment, c'est ce que tu disais tout à l'heure, Anne-Sophie, hein, c'est vraiment un projet, c'est un projet d'entreprise. Et voilà, il faut arriver à poser ça. Mais voilà, moi, et je pense que tu es d'accord avec moi, mais on a quand même le sentiment que c'est ce vers quoi il faut aller. Et oui, ça veut dire qu'il va falloir reposer des modèles, repenser des manières de communiquer, d'acquérir, d'expédier, d'acheter, etc. Mais n'empêche que on pense en tout cas que c'est ce vers quoi il faut aller. Effectivement, et alors sur la partie expérience aussi, pour avoir eu l'échange avec quelques marques qui veulent pas justement dégrader entre guillemets l'expérience sur du seconde main, effectivement, c'est quelque chose qu'on partage, je pense à la fois Guillaume et moi aussi. Nous, chez Ipli, sur la partie colis, pour nous, c'est important de se dire que c'est pas parce qu'on a un colis réutilisable qu'on a moins d'impact qu'un carton, donc on a un produit à impact, qu'on doit être moche et puis qu'on doit être collant et voilà. Ça, je pense que c'est important aussi de se dire qu'on peut travailler une expérience aussi personnalisée et dédiée aussi sur des offres de seconde main et en fait avoir des rappels de la marque entre le site e-commerce classique, la seconde main, d'avoir des liens. Et ça, en fait, c'est à réfléchir en termes de parcours, mais que c'est pas parce qu'on va vers ces offres-là qu'on est obligé de tout dégrader. Donc voilà. Ouais, tout à fait. Et effectivement, hein, je suis d'accord avec toi, on ne va pas dégrader l'image de marque, on ne va pas dégrader, dégrader l'expérience client, on ne va pas forcément dégrader sa marge, on va pas. Non, effectivement, il y a plein d'idées reçues là-dessus en disant bah non, mais de toute façon, la seconde main, on s'en sortira pas, c'est très bien sur le papier, mais ça fonctionne pas. C'est pas vrai. Et il y a des marques qui se sont heureusement lancées et qui continuent de lancer des initiatives en ce sens et qui prouvent que ça fonctionne et qu'on arrive même à faire des choses très chouettes là-dessus. Donc tout à fait. On a évoqué voilà, quelques bases et quelques pierres pour essayer de poser un peu son offre de seconde main. Il y avait une deuxième partie dans le titre qui était développer son offre de seconde main. Comment est-ce qu'on fait pour voilà, imaginons qu'on a posé quelque chose. Quelle est un petit peu l'étape d'après? Comment est-ce qu'on va faire pour continuer à croître autour de cette seconde main? Moi, je vais vous partager quelque chose qui est assez personnel, ou en tout cas un sentiment de la manière dont je vois l'évolution du marché de la seconde main. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'offres, notamment sur du prêt-à-porter. Lorsqu'on demande à des consommateurs de renvoyer des pièces, il faut respecter certaines conditions. Il faut que le produit soit relativement propre, il faut qu'il y ait encore tous les boutons, il faut que, etc. Moi, je pense que ça vient aujourd'hui, en tout cas, réduire le montant possible de produits collectés. Et je pense que développer son offre de seconde main, ça veut dire permettre aux clients de ouvrir beaucoup plus les produits qu'on est capable de reprendre. Et ça veut dire derrière pouvoir effectivement opérationnellement savoir les gérer. Donc, avoir des offres pour pouvoir repriser les produits, savoir remettre des boutons, rattraper un accro, etc. Ce qui, on le voit aujourd'hui, n'est pas forcément automatique en tout cas. Et il y a beaucoup de consommateurs qui disent en fait c'est bien, mais si c'est pour renvoyer un produit neuf avec étiquette, en fait on fait de la seconde main sans vraiment en faire. Et on voit qu'à un moment donné, ça pour le coup, ça sera un point bloquant. Et donc pour moi, c'est voilà, développer son offre de seconde main, c'est développer son offre, d'une part, développer le gisement, ce qu'on appelle le gisement possible de la collecte, et c'est développer les différentes solutions. Et je pense que notamment sur la partie emballage, Ipli a fait un travail incroyable là-dessus, et je pense que enfin, je ne sais pas Anne-Sophie, mais je pense qu'il y a possibilité derrière d'aller encore plus loin là-dessus. Et notamment sur les offres que vous allez lancer, etc. Mais voilà, en tout cas, il y a des initiatives qui se lancent autour de ça. Donc, développer, pour moi, sa seconde main, c'est une fois qu'on a posé ça, comment est-ce qu'on fait pour aller plus loin, démocratiser encore plus la seconde main. Et ça va peut-être à un moment donné passer aussi par la revue de prix, de rentabilité, etc.
mais en tout cas, voilà, il y a matière derrière à aller plus loin, et notamment aussi, et je ne sais pas s'il y a des marques aujourd'hui sur le call, mais j'encourage aussi des marques dont c'est pas forcément la raison d'être, en tout cas qui disent non mais de toute façon, moi vu mon industrie, je peux pas y aller, c'est pas pour moi, etc. Ça vaut quand même le coup de lancer une réflexion, ça vaut quand même le coup qu'on en parle, ça vaut quand même le coup de poser un peu des métriques. Et au moins, vous aurez fait l'exercice de ça. Mais moi, je pense que voilà, il faut aller titiller un petit peu le modèle, quoi, si j'ose dire. Et tu as raison aussi de dire d'ouvrir le scope. Ça peut être aussi des fois juste pour faire des campagnes de recyclage. Il y a le projet Renaissance aussi pour tout ce qui est recyclage du coton. Donc, Ouais. des fois, il y a des opérations. Ça peut être de récupérer aussi certaines articles de vos marques, enfin de votre marque pour d'autres objectifs. Et ça m'a fait penser, en fait, parce que tu parlais de transporteurs, qu'il y a aussi c'est après nous, le dialogue qui est important ensuite, mais il y a des échanges, nous notamment avec Codissimo, avec lequel on est en partenariat, qui peut utiliser le flux retour marchandises, qui normalement est pour retourner un article qui ne nous va pas, pour ensuite en fait réorienter ce flux retour qui est beaucoup moins cher en termes de transport colis vers une autre adresse. Ça, c'est des choses voilà, qu'aussi les transporteurs sont très, très intéressés à travailler. Et bien sûr, tu parlais des points relais. Il y a pas mal d'offres points relais ou même type point relais du genre Colissimo avec sa boîte aux lettres. Enfin, on dépose dans sa propre boîte aux lettres. Mais en tout cas, avec un dernier kilomètre assez facile. Et ça, en fait, économiquement, de la même façon, ça se regarde. Ça peut permettre de récupérer à pas très cher, même des articles, peut-être qu'on revendra via un autre partenaire ou différemment, mais en tout cas on peut récupérer. Alors on arrive on est arrivé depuis 3 minutes au bout de cette demi-heure. On avait une question d'Hervé, je pense qu'il va en plus dans cet échange qu'on a autour de la rentabilité. Alors Hervé nous dit dépôt-vente ou achat. Alors je sais. Oui, ça te parle, Guillaume, parce que moi ça me. Oui, je pense que Hervé voulait dire pour une marque qu'on récupère, quand on fait la collecte de produits, est-ce que c'est plus intéressant pour une marque de racheter ce stock-là auprès du particulier, donc de dire Madame Michu, elle dit j'ai un polo blanc en taille M, la marque dit je vous le rachète pour 10 euros. La marque porte le stock, porte le risque financier, et derrière le revalorise et le vend. Ça, c'est le premier modèle, donc vraiment de l'achat. Ou un modèle de dépôt-vente, c'est-à-dire que la marque dit pas de problème, j'ai ton visuel, j'ai ton produit, etc. Je le revalorise, je le mets en vente. Et par contre, je paye Madame Michu qu'une fois que j'aurai vendu mon produit. Donc, effectivement, l'avantage dans ce deuxième modèle, c'est que la marque ne porte pas le stock comptablement ni d'un point de vue risque. L'inconvénient, c'est que du coup, le client, il n'est pas sûr de réussir à vendre le produit, sachant que ce n'est pas lui qui le vend, c'est la marque. Et puis surtout, ça peut prendre beaucoup de temps. Là-dessus, je suis désolé, je vais faire une réponse. Il n'y a pas de réponse toute faite parce qu'en fait, ça dépend énormément de la typologie de produit dont on parle et ça dépend aussi beaucoup du type de produit. C'est-à-dire que je ne vais pas avoir la même réponse si on parle de luxe. D'accord ? Si demain, j'en sais rien, Chanel dit moi je veux lancer quelque chose. Si ça doit être de l'achat, ça va avoir un impact sur le BFR qui est pas négligeable. Donc, encore une fois, ça se pose sur les maîtrises financières et ça dépend vraiment de la stratégie de la marque de se dire, moi, je veux être en maîtrise de mon stock parce que je veux pouvoir dire, je le vends en tout-ci, je le vends en magasin, je le vends dans un pop-up éphémère. Si ça ne se vend pas, je le donne à une association. Donc, vraiment, la marque a le contrôle de ça. Ou au contraire, c'est non, moi j'ai envie complètement de me dégager du risque financier et dans ces cas-là, plutôt un modèle dépôt-vente. Donc, honnêtement, les deux sont possibles. Ça dépend du risque financier. Vous priorisez le risque financier ou pas, quoi. Voilà, c'est un peu ça le sujet. Voilà, et puis, moi, je ne vais pas donner d'avis personnel, mais en tout cas, les deux s'étudient et il faut qu'économiquement, c'est du sens et c'est ça qui est important, quoi. Voilà. Alors, on a une autre question de Gilles sur le chat. Alors, une multi-question. Je pense plutôt aussi pour toi, Guillaume.
Avez-vous des tips sur la partie B2B et un peu plus d'éléments sur les business models à proprement parler, une offre globale, différenciante, calculateur RSE? Ok. Alors, sur la partie B2B, donc j'imagine que on vient récupérer de produits du coup, pas forcément de particuliers. Mais du coup, je ne suis pas forcément sûr de comprendre la question modèle sur la partie pure B2B. Gilles, si vous voulez réactiver votre micro pour compléter, nous donner peut-être un peu de contexte sur cette partie B2B. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui, très bien, bonjour. Désolé, il risque d'y avoir du bruit par ailleurs. Donc, ma question en B2B, parce que nous sommes positionnés nous-mêmes sur du B2B, sur des équipements professionnels usagés. On peut faire ou du reconditionnement / réemploi ou de l'occasion. Et effectivement, alors, on a réfléchi à notre offre, bien évidemment. On a de la location, on a du reconditionnement pour faire de la vente nous-mêmes ou du reconditionnement pour compte tiers. On a également la partie tri, collecte, recyclage, si vraiment on n'a aucune autre solution. Notre sujet à nous, c'est vraiment de repositionner l'équipement pour privilégier l'usage et non la propriété et faire de la circularité de cette façon-là. Et donc, ma question était, oui, je récupère un matériel usagé ou en fin de vie chez un client professionnel. Je veux le remettre dans le circuit ou en l'état ou après l'avoir reconditionné. Est-ce que là-dessus, vous avez un retour d'expérience à partager avec nous? Merci beaucoup. Merci Gilles. Alors, d'expérience très concrète, pas forcément. Par contre, effectivement, le point là-dessus pour moi, c'est vraiment de réfléchir, en fait, moi, ce que je trouve très bien, et encore une fois, on rentre dans un détail un petit peu, dans un point qui consiste vraiment sur la partie test. Moi, je trouve ça assez intéressant d'aller explorer plusieurs canaux différents, d'aller regarder à la fois de la location, d'aller regarder à la fois de la revente, à la fois de la reprise. En fait, si vous avez la capacité de pouvoir d'être suffisamment flexible, et vraiment, c'est pas facile, donc bravo si vous y arrivez, de pouvoir faire un peu de tout, de pouvoir réussir à identifier quels produits sont à valoriser, quels produits sont déjà valorisés, quels produits ne sont pas valorisables, parce que c'est ça la question in fine. En fait, c'est super et c'est déjà un énorme point. Et je pense, moi, qu'il faut poursuivre là-dedans. C'est-à-dire que, encore une fois, dans développer sa seconde main, il faut pouvoir développer des solutions multiples, c'est-à-dire pouvoir proposer à une marque à la fois de la location, à la fois de la seconde main, à la fois la gestion de fin de vie, à la fois le recyclage. Et pour moi, c'est ça aussi le futur par rapport à ça. Donc, je ne pense pas qu'il y ait une solution meilleure que l'autre, c'est-à-dire on fait tout en seconde main, on fait tout en location. Pour moi, c'est hyper complémentaire et on pourrait très bien imaginer avoir une pièce qu'on vend neuve, qu'on récupère en seconde main, qu'on va mettre en location pendant 6 mois. Au bout de 6 mois, on va la vendre en seconde main, etc. Et ça, la marque qui arrive à faire ça, bah, franchement, elle arrivera à mettre tellement de circularité dans ses pièces que en fait, c'est hyper bénéfique pour tout le monde et c'est comme ça que la marque va réussir à gagner de l'argent. Voilà. J'espère que j'ai répondu à Gilles. Alors, merci beaucoup Guillaume pour la réponse. Bon, en tout cas, c'est notre ambition à nous, donc que je vous invite à nous suivre. Mais au-delà de la plaisanterie, c'est effectivement par ça que nous avons pris le sujet. Donc, soit de la location, soit de la pièce de rechange, soit du reconditionnement, soit de l'occasion. Voilà, c'est une offre globale. Mais effectivement, merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. On a une autre question. Alors après, peut-être un petit point avant sur le calculateur RSE. Je ne sais pas, toi, Guillaume, vous avez avancé sur la partie calcul RSE, de l'impact, ainsi de suite? Oui, tout à fait. Alors, donc, j'ai oublié de le préciser, mais Recom, c'est une boîte que j'ai lancée début 2022, donc on est encore assez jeune. Je pense qu'il y a peut-être des startups parmi, enfin toi tu connais, mais peut-être d'autres startups. Quand on commence, on a une to-do list, des ambitions qui sont incroyables, une to-do list qui est énorme et un temps qui est très réduit. Donc, la partie calculateur RSE, c'est vraiment une priorité d'ici fin d'année. Donc, on est en train d'avancer là-dessus, notamment avec des cabinets qui nous aident un petit peu notamment à savoir, en fait, toutes les pièces qu'on revalorise et qu'on réexpédie derrière, qu'est-ce qu'on a pu éviter
en amont en termes de CO2 évité, etc. Et notamment, on travaille ensemble là-dessus. Comme RICOM a également avancé sur la partie e-pli et colis réutilisables, pouvoir intégrer ça dans cette démarche-là. Donc oui, c'est quelque chose qui est un peu plus qu'engagé, pas complètement finalisé, voilà, si je suis complètement honnête, mais oui, tout à fait. Et c'est très, pour la partie calculateur RSE, je pense que ce qui est important, c'est l'approche comparative sur nos business, de le voir aussi en circuit complet. C'est vrai que nous, on l'a fait, donc là, on va réaliser notre 3e ACV, donc c'est vraiment une analyse de cycle de vie, mais de manière comparative par rapport à d'autres emballages, par rapport, toi, à la première main. Et en fait, c'est capable d'avoir toutes ces briques, pas juste des chiffres d'impact à un instant T, parce qu'en fait, ça va dépendre du facteur de comparaison. Donc voilà, et Gilles, avec volontiers, je pense que là-dessus, on a tous intérêt vraiment à travailler ensemble pour avoir des calculateurs, mais plus que ça, avoir des approches qui sont compréhensibles par tous sur la partie impact, pour aussi limiter les mauvaises compréhensions. Et c'est quelque chose de très important qui nous tient à cœur, effectivement, d'où je rebondissais sur ce petit point. Après, on a une autre question de Valentin. Pour un t-shirt vendu à 9-5 euros, en effet, compliqué de rentabiliser sur un modèle d'économie circulaire. Selon vous, à partir de quel prix de vente neuf on peut être dans un modèle circulaire, rétribuer correctement tous les acteurs de la chaîne sur du vestimentaire notamment? Pour toi, okay. Super question. Alors, la réponse est comment est-ce qu'on construit notre PNL, hein, le PNL de la solution logistique, de la solution de seconde main, pardon, qui doit évidemment être un PNL séparé du neuf. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'en fait, tout dépend des opérations qu'on veut faire. C'est-à-dire que moi, j'ai des marques sur des produits qui sont pas forcément du luxe ou du premium, et on arrive à rentrer dans des modèles circulaires parce que en fait, on est d'accord sur le fait qu'on va recevoir des produits, qu'on va faire un contrôle qualité qui va être assez simple, qu'on va identifier les produits de manière assez simple, qu'on va faire un shooting front, back assez simple, et on va rédiger une fiche produit assez simple. Et en fait, en faisant ça, on arrive évidemment à des coûts, notamment opérationnels, hein, parce que c'est vraiment le cœur du sujet, qui sont beaucoup plus faibles qu'une marque qui va me dire, en fait, on voudrait identifier avec du tag RFID, on voudrait prendre 10 photos sur le produit avec des zooms sur certains endroits de la pièce, on voudrait que le produit soit systématiquement lavé, repassé, désinfecté. Bon, évidemment, on aura des coûts qui seront plus importants, et donc on ne pourra pas le faire, on ne pourra pas le faire sur la même typologie de produit. Donc, ma réponse là-dessus, je vais quand même répondre avec des données un petit peu chiffrées, mais grosso modo, à partir de 30-40 euros, on peut arriver à commencer à faire des choses intéressantes sur la seconde main. En tout cas, on y arrive aujourd'hui. Et puis après, évidemment, plus le prix du produit augmente, plus on a de marge, et donc plus on peut se permettre d'avoir une revalorisation qui soit de qualité. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne fait pas de la qualité, hein, mais en tout cas, plus on va loin dans les opérations qu'on peut proposer, et plus effectivement, on arrive à avoir un produit, je ne vais pas dire qu'il se rapproche du neuf, mais en tout cas, on arrive à avoir vraiment une super expérience client, avec un super packaging, parce qu'il y a ça aussi qui joue, et une très bonne expérience client. Donc voilà à peu près sur les ordres de grandeur. Et puis juste un dernier mot là-dessus, ça dépend aussi de la typologie. Là, c'était orienté vestimentaire. C'est pas du tout. Nous aujourd'hui, on traite aussi du jeu jouet, de la puériculture, du meuble, etc. C'est pas du tout les mêmes opérations, c'est pas du tout le même nombre de personnes, hein, quand on va revaloriser un canapé ou un sommier. C'est pas du tout les mêmes opérations. Donc effectivement, encore une fois, il faut, je reviens sur ce que je disais au début, quand on construit son offre, c'est quelle typologie de produit on veut faire, quelle opération on veut faire, quel niveau d'exigence, quel prix on est prêt à mettre, etc. etc. Donc voilà, c'est toutes ces questions-là en amont de projet qu'il faut pouvoir se poser, mais voilà, pour donner un petit peu des directions. Merci beaucoup pour la réponse. Effectivement, je posais la question parce qu'en travaillant à Decathlon, on a beaucoup de typologies de produits, donc et aussi beaucoup de produits bas de gamme, peu chers à l'entrée. Et donc, une des grosses questions, c'est on essaie de challenger les sports en fait pour dire quelle offre de seconde. Enfin,
En vue de la seconde vie, une économie circulaire, un t-shirt à 5 euros, effectivement, ça paraît compliqué de travailler dessus. Donc, merci pour les éléments. Pas de problème. Merci à tous. Alors, on arrive au bout de ces 45 minutes. En vous envoyant le replay, on va aussi vous mettre nos coordonnées à Guillaume et à moi-même, et on est à votre disposition pour continuer ces échanges qui peuvent être aussi tripartis, hein, avec Guillaume. On a le plaisir dans quelques jours, quelques semaines de lancer notre premier client commun. Et on est ravis. Donc voilà, on peut aussi se mettre autour de la table à plusieurs acteurs pour penser différemment ces modèles-là. On espère que ça a été intéressant, qu'on a répondu à la question. C'était quelque chose qui nous tenait à cœur. Et puis, s'il y a des questions encore à poser, n'hésitez pas à les mettre dans le chat et on pourra aussi repartager les informations à tout le monde. On vous souhaite une très, très bonne journée. Et puis, on espère à bientôt. À très bientôt. Merci. Et merci Anne-Sophie pour ce webinaire. C'était très sympa. On est resté assez sérieux. Avec grand plaisir. Très bonne journée à tous. Très bonne journée. Au revoir. Au revoir.